Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans épisode suivant, votre émission sur BFM Tech et Tech & Co dédiée au streaming et aux séries. Voilà, j'ai sorti ma chemise d'été parce qu'il fait beau, il fait chaud, ça y est, on y arrive. Alors c'est que le 21 juin, l'été on est un tout petit peu en avance, mais la télé aussi est un peu en avance puisque démarre très bientôt Zodiac sur TF1, série estivale qui nous rappelle évidemment la série du même nom qui était sortie en 2004, série culte des années 2000, c'est la suite qui sort plus de 20 ans après. C'est la saga de l'été on va dire par excellence, il y a tous les codes dedans et ça m'a donné envie de me plonger un peu dans ce genre voilà, qui m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Quand j'ai vu la bande-annonce de Zodiac, je me suis dit, oula, mais je replonge 20 ans en arrière parce que j'avais un peu lâché ce genre, mais ce genre existe toujours et il a son histoire, ses spécificités qui méritent de s'y plonger, et pour ça il me fallait évidemment le plus grand duo de la télévision française, ceux qu'on ne peut pas coller sur les sagas l'été parce qu'ils les ont toutes vues. Je les survends peut-être un peu, mais en tout cas, ils en ont vu énormément. J'ai nommé Alexandre Letraine et Benoît Laganne. Bonjour messieurs. Bonjour Clément. Comment allez-vous en ce début d'été ? Moi, très bien. Chemisette d'un côté, t-shirt de l'autre. Chemise aussi d'été. Voilà. Un peu marin. Vous êtes resplendissants, messieurs. Alex, on va te représenter quand même, présentateur du club et de la loi des séries sur VL Média, ça n'a pas bougé. Et Benoît, chroniqueur séries à Télématin. Exactement. Pour de bonnes recos, n'hésitez pas à aller checker ce que dit Benoît de bonne heure sur le poste un petit peu plus tôt que nous, mais pour les leftos, c'est toujours des bonnes idées. Et vous avez surtout tous les deux, je veux dire, un savoir encyclopédique sur la télévision française. Et c'est de ça dont j'avais besoin pour cette émission aujourd'hui dédiée aux sagas de l'été. C'est parti, on y va. Les sagas de l'été, c'est quoi ? Il y a des histoires d'amour, parfois au bord de l'eau, parfois à la montagne, en tout cas dans des paysages souvent qui donnent envie de prendre le premier TGV pour se rendre sur place. Il y a aussi, ça donne moins envie de se rendre sur place, souvent des meurtres glaçants qui nous rafraîchissent la colonne vertébrale quand il fait trop chaud, des secrets de famille évidemment qui éclatent au grand jour sous le soleil qui brûle la peau, des maisons somptueuses, bref voilà, c'est un peu tout ça, les sagas de l'été à la française, en tout cas. Peut-être qu'ailleurs ça se fait différemment, mais en tout cas c'est comme ça que nous on les fait. Ça fait plus de 50 ans que ce genre existe. J'ai presque envie de dire qu'il est aussi vieux que la télévision finalement. C'est sur TF1, c'est sur France 2, c'est sur France 3. Toutes les chaînes ont un peu mis la main à la pâte à un moment ou à un autre. On va se plonger justement dans cette histoire avec vous deux. On va quand même partir de l'actualité. Il y a une accroche, je le disais, avec la sortie de Zodiac, donc série qui revient 20 ans après. Il y avait eu 2 saisons de Zodiac, Alex. Il y avait eu Zodiac numéro 1. Il y avait eu le Maître du Zodiac. Le Maître du Zodiac en 2006. Alors, 2006. C'était à l'époque avec Francis Huster et Claire Kaim, si je ne me trompe pas, dans mes souvenirs. Casting totalement nouveau cette fois, à part Francis Huster qui revient. Il reprend son rôle de Keller. Voilà, ça va très grave. Et les cheveux ont un peu blanchi. Voilà, les cheveux ont blanchi en 20 ans quand même, mais c'est pas anormal. Zodiac, c'est culte quand même en termes de série de l'été. Est-ce que le comeback, Alex, toi tu as vu Zodiac, est-ce que c'est réussi ? Ouais, j'ai réussi à voir les 6. C'est un pari quand même. Hein. C'est un vrai pari. Je crois que de mémoire, c'est même la première fois qu'à la télévision française, on exhume comme ça une franchise, non pas pour en faire un remake, mais pour lui proposer une suite. Il faut quand même, alors, même j'imagine qu'on peut regarder ce Zodiac version 2026 sans avoir vu forcément... Alors tout est fait pour qu'on puisse raccrocher, c'est-à-dire par exemple, il n'y a pas de mention du Maître du Zodiac, tout est raccroché au premier, donc on a identifié le coupable, on sait qui c'est. Mais moi, je trouve que c'est pour une série française qui, en général, fait pas trop confiance à la mémoire du spectateur. Là, elle prend le parti de faire confiance. C'est-à-dire qu'on lui dit le Zodiac en 2004, c'était tel coupable, voilà qui il est. Et puis, voilà, il y a un nouveau mystère, une nouvelle famille. Et ça marche bien. C'est-à-dire que il faut accepter les codes du genre. Ouais. Il faut accepter que ce soit over the top. Il faut accepter que les cliffs, au lieu de les avoir toutes les 10 minutes, parce que c'était du 90 minutes avant, maintenant c'est du 52, donc ça arrive encore plus vite. Il faut accepter que ce soit un peu excessif, voire très excessif. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, c'est le plaisir coupable de l'accroche de ces séries qui fonctionnent. À l'époque de Zodiac, c'était un vrai barnum sur TF1, 11 millions de spectateurs qui attendaient de savoir qui était le coupable. Et à l'époque, aujourd'hui c'est plus possible, mais à l'époque on pouvait pas se faire spoiler sur les réseaux sociaux ou partout. Donc on devait attendre l'épisode de la semaine suivante. On était agrippés, le replay était pas très très diffusé encore non plus, donc effectivement si on ratait, ça devenait un peu problématique. Et ça marche bien à Cannes, à Cannes le nouveau public a plutôt aimé. Donc après voilà, c'est comme toujours, il y aura des détracteurs et il y aura des aficionados. Bien sûr. Moi je suis plutôt dans la deuxième catégorie. C'est un genre en soi, tu le disais, et Benoît, je pense que tu peux aller en accord avec ça. C'est un genre en soi, un peu over the top, la saga de l'été, quoi. Oui, enfin, c'est de toute façon un genre qui plaît énormément aux téléspectateurs, donc c'était presque
illogique que la télévision ne reparte pas sur le genre. Et de toute façon, dans toute son histoire, on voit bien qu'en fait, c'est des allers-retours, les sagas de l'été. Il y en a toujours eu, plus ou moins depuis le début des années 80. Et en fait, il y a des moments, ça disparaît, il y a des moments, ça prend un petit peu d'autre forme, on en parlera. Mais ça a toujours existé parce que c'est fédérateur et ça renoue un petit peu comme les feuilletons quotidiens aussi, un peu toutes les générations possibles. D'ailleurs, quand on regarde ce nouveau Zodiac, si on n'a pas vu les précédents ou qu'on les a un peu oubliés parce que on n'était pas le public cible à l'époque, etc. Surtout ne pas se dire que on va rien comprendre, voilà, parce que et ça, au moins, c'est ça qui est très très malin. On peut faire confiance à TF1 pour avoir raccroché les wagons quand même malgré tout. Sinon, mais ils auraient pu se contenter de la facilité, c'est-à-dire de faire table rase, de faire carrément un reboot. De miser juste sur le nom, finalement. Exactement. Et en fait, non seulement ils sont pas fait que ça, mais en plus, ils ont vraiment fait en sorte de rattacher les wagons avec la série d'origine. Donc, tout est donné pour que vous puissiez comprendre. Mais par contre, il y a des éléments qui la lient à la série des années 2004. On n'en dira pas plus, effectivement. On ne va pas spoiler pour ceux qui vont se régaler devant cette série d'été qui démarre le 18 juin, je crois. Exactement. Les enfants paieront pour les crimes de leurs parents. C'est le mantra, le leitmotiv de cette saison, qui effectivement nous dit qu'il y aura donc un lien malgré tout. Mais qui était le mantra de la série de 2004. C'est le message que reçoit Duchossois dans la première saison. Donc c'est le leitmotiv et le mantra qui est repris dans cette nouvelle série aussi. On en retrouve l'esprit. Tu le disais, Alex, il faut accepter peut-être qu'effectivement que c'est un peu over the top, un peu too much, on va dire, un côté très soap finalement dans ces sagas. Tu l'as dit. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, toutes les chaînes l'ont fait, y compris les plateformes, parce que l'année dernière, Soleil Noir, c'était vraiment la reprise de la saga de l'été. Et évidemment, la saga de l'été, elle est née un peu dans les décombres des soaps américains, puisque il y en a eu dans les années 70, il y a eu la femme de l'ambassadeur, ou je sais plus comment ça s'appelait, enfin des choses comme ça, des trucs un peu en costume. Ouais. Puis dans les années 80, il y a Dallas qui arrive, et là ça redistribue un peu tous les codes, et on tente de faire un Dallas à la française, ça donne Château Vallon. Malheureusement, la série s'arrête au bout d'une saison à cause de l'accident de Chantal Nobel. Et il y a un monsieur en télévision, un grand réalisateur, qui s'appelle Jean Sagols, qui vient de nous quitter, qui décide, lui, de transposer les codes de ces séries en prime time. Alors, il prend quoi ? Il prend les histoires de famille, il prend l'héroïne principale, qui est une matriarche, et c'est des grandes dames du cinéma qui viennent. Donc, c'est Annie Cordy, Annie Girardot, Mireille Darc, et puis plus tard, Claire Kem ou Ingrid Chauvin, là, pour la télévision. Et puis, c'est des secrets de famille. Et l'idée, c'est que c'est une télé où, à l'époque, on proposait des programmes inédits l'été. Et donc, on s'est dit, c'est parfait. Il y a 9 semaines de vacances, 9 semaines à remplir, un épisode par semaine. Zodiac, c'est déjà un hybride différent quand ça arrive. Mais voilà, on fait des secrets de famille et ça dure tout le temps. Il y aura Orage d'été, Avis de tempête, et Jusqu'au cœur brûlé, ou Dolmen qu'on voit. Et déjà, Dolmen casse les codes du genre, puisqu'il emmène tout le monde en Bretagne. Et moi, je me souviens qu'en 2004, quand ils arrivent avec Dolmen, ils disent c'est un pari d'emmener en Bretagne, parce qu'il faut que ce soit du sud de la France, il faut que ce soit du soleil. Ça fasse rêver un peu les gens, et la Bretagne était Mais globalement, c'est ça, c'est des histoires de famille et c'est du soap. Et à l'intérieur duquel on peut mettre plus ou moins de polar selon les envies. Et comme le polar est roi à la télévision, c'est devenu un peu le centre de ce registre. Pour compléter ce que dit Alexandre, c'est vrai que à la télévision française, de toute façon, contrairement à d'autres télévisions, nous on a le format avec peu d'épisodes, c'est la marque de fabrique des séries globalement. Les séries, elles sont en 6 épisodes pendant l'année, tout le temps. Et donc l'été, il faut des programmes un petit peu particuliers qui sont souvent aussi qui se tournent soit, même si à des époques différentes, mais toujours dans un endroit qui fait rêver. Comme tu disais, les décors, les paysages, etc. Voilà, ça fait des... Et il y a aussi une dimension que ça prend toujours, parce que finalement, après, elles peuvent être dans plein de genres différents, toutes ces séries, mais elles ont un point commun, c'est-à-dire qu'il y a toutes les générations qui sont représentées. Ouais. Toutes les classes sociales qui sont représentées souvent. Les feuilletons quotidiens ont repris ça. Et l'effet Dallas, ce qui va chambouler un petit peu avec l'effet Dallas et les soaps américains, c'est que là, on va se dire qu'à un moment donné, il faut peut-être miser un petit peu plus sur des familles très aisées pour, en gros, aimer les détester. Pour faire rêver et pour aimer les détester. Pour se rassurer, au fond, que le malheur arrive aux riches et c'est très bien. Et c'est leur faute, parce qu'ils ont de sombres secrets qu'ils n'auraient pas dû enterrer. Parce qu'en fait, quand on regarde un petit peu l'histoire des sagas de l'été, il y a l'été, effectivement, de juillet à août, avec des diffusions de séries sur ces périodes-là.
Mais finalement, elles sont pas si nombreuses à avoir épousé ça. TF1 l'a bien mis en place pendant plusieurs années, Ouais. entre Le Vent des Moissons que tu citais, jusqu'à les sagas d'Hélène, avec les yeux d'Hélène. Et puis, donc ça a duré quand même fin 80. C'est 87 à 94. Ouais, il y a plusieurs étés où il y a ça. Alors que qu'avant ça et après ça, on déplace, on le met fin juin, ou on le met début ou fin août. Pour faire la série aussi, la saga d'été de la rentrée. Et avec la présence de la ruralité, ça, c'est hyper important, parce que si Jean Sagol, si Jean Sagol fait Vent des Moissons et Orage d'été, c'est qu'avant il y a La Terre et le Moulin qui est testé sur TF1 en peu d'épisodes, mais où on retrouve des jeunes générations, des conflits de génération, des gens qui veulent se piquer des terres, etc. Et on est déjà dans ce que Sagol va grossir et agrandir en épousant effectivement les codes du SOP avec un auteur, Jobert, qui a travaillé sur les feuilletons américains, qui s'est formé aux États-Unis et qui connaît les codes du SOP. Importé les codes. Et qui les a rapportés. Et quand on voit Les Yeux d'Hélène, par exemple, avec les frères Volvani et le jumeau maléfique, on est pile dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est Benoît parlait de ce décalage de diffusion. Ouais. Dès lors que ces séries subissent la concurrence d'un format qui est voisin à un autre créneau, elles périclitent un peu. Et c'est hyper intéressant parce que finalement, 94, c'est Les Yeux d'Hélène. À partir de 95, les séries commencent à se déplacer à la rentrée et elles marchent moins bien. C'est Sandra, Princesse Rebelle. Et au même moment, TF1 lance Sous le Soleil, qui est la même chose mais en access. Et d'un seul coup, les audiences commencent à péricliter. Alors je ne sais pas s'il faut voir un lien de cause à effet, mais le format, en tout cas, n'y trouvait plus son compte. Et il va renaître. Alors il continuera à avoir des ersatz. Sandra, Princesse Rebelle, Méditerranée, Tramontane. France Télévisions continuera à en faire, mais assez peu finalement de l'été. Et puis ça va renaître au début des années 2000 avec Le Bleu de l'Océan qu'on a vu derrière. Ouais. Et puis surtout avec Zodiac, L'été rouge, qui était formidable sur TF1, mais surtout Zodiac et Dolmen qui vont être des gros succès. Ce décalage de date, est-ce qu'il a, tu vois, le Zodiac, ça commence le 18 juin, ça va se terminer, de ce que j'ai vu, à peu près vers mi-juillet, fin juillet. Voilà, 3 juillet, donc plutôt que ça. Finalement, on est sur une série de début d'été, même plus qu'une série d'été. C'était le cas des premières saisons de Zodiac. Hein. C'était fin juin, début juillet, sauf que c'était du 90 minutes. Donc ça s'étalait sur 5 semaines. Lancer l'été comme ça pour les chaînes. C'est surtout que les chaînes ne veulent plus investir dans des programmes l'été. Ouais, pas assez rentable. Les gens sont c'est plus assez rentable. Moi, je trouve que c'est une vraie erreur. Même si cette année, on sent que TF1 a tendance à vouloir remonter un peu les choses parce qu'il y a leur deal avec Netflix où ils vont pouvoir être diffusés en direct sur Netflix à partir du mois de juillet. Moi, je trouve que c'est une erreur parce que ça fonctionne très bien. Alors, aujourd'hui, on propose des séries début juillet. France Télévisions propose des séries en fin d'été. C'était le cas avec des séries d'été les autres années. Il faut voir ce que ça va fonctionner. Mais il y a un vrai truc. Et moi, je suis très étonné que personne n'ait eu envie de ressusciter ces séries plus tôt, sous d'autres formats, peut-être en access, mais en tout cas en 52 minutes. Je sais qu'il y a beaucoup de projets dans les chaînes de soap un peu d'access, mais de 52 minutes comme Dallas ou Sous le Soleil. Et je suis étonné que personne n'ait eu l'idée d'aller chercher Les Cœurs Brûlés pour le relancer en hebdo. Par contre, je suis sûr que si Zodiac cartonne, oui, ça va ouvrir des portes comme à chaque fois. Le téléphone d'Ingrid Chauvin va sauver demain pour avoir la suite de Dolmen. Oui, après, il y a eu, par exemple, on le voit très bien, le test de France 2 avec L'Or Bleu. L'Or Bleu qui est typiquement de la saga de l'été. Qui vient de se terminer. Qui a cartonné en termes de vues sur la plateforme. Donc la série va avoir une vie toute l'été. Oui. Grâce à la mise à disposition là ces dernières semaines. Ce déplacement, en fait, c'est que il faut se remettre juste dans la télé des années 80-90. C'est une télé vraiment de rendez-vous. Il y a des programmes tout au long de l'année. On sait que le public, et il est toujours là, le public à regarder des programmes l'été, il n'a pas éteint son poste. Et je dirais que même avec les plateformes et l'utilisation d'autres outils type tablette, etc., il peut être encore plus présent l'été. Mais c'est une époque où l'été, on attend avec impatience le retour de Fort Boyard, de Interville, de la saga de l'été. Il y a des événements sportifs comme le Tour de France. En fait, la télévision, c'est l'endroit de l'événement pendant l'été. À partir du moment où on crée moins d'événements, où tout ça se dilapide un peu à droite à gauche, les chaînes le font moins et elles ont, à mon avis... Est-ce qu'il faut blâmer, c'est peut-être pas le bon mot, mais est-ce qu'il faut mettre en cause le streaming là-dedans? Parce qu'effectivement, tu parles de cette événementialisation de la télé, il y avait cette grille annuelle et cette grille d'été qui est construite par les chaînes avec une programmation spéciale, tu disais des jeux, des sagas de l'été, etc., des formats différents sur les émissions. C'est pas la même ambiance l'été à la télé. Le streaming a un peu
balayer ça d'un revers de main en disant en fait nous des séries l'été pas l'été, il y en a toute l'année, en fait on s'en fout un peu, c'est-à-dire que si on veut sortir mercredi une fois l'été, puis après la saison d'après ce sera en novembre, en fait il n'y a plus vraiment de temporalité. Est-ce que ça a cassé justement cette logique de la télé? La télé c'est calqué sur le streaming pour dire en fait est-ce que vraiment l'été est stratégique ou pas? Non, parce que ça a commencé avant que le streaming Ouais. n'arrive. Et le streaming, on dit toujours le streaming a conceptualisé le côté un peu événementiel des fictions. De ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est Oui, bien la c'était preuve l'inverse. que c'est l'inverse, que c'est la télévision qui l'a fait, que Netflix l'a repris à son compte. Mhm. Non, je pense que c'est juste dû au fait qu'effectivement, le public est toujours là, mais que en marché publicitaire, ça rapporte un peu moins pour les chaînes. Mhm. Et puis surtout, en termes de fiction, faut pas oublier quand même que depuis, ce qui a changé, c'est que depuis 2017, vous avez autour de 4-5 feuilletons quotidiens qui tout l'été continuent d'être diffusés, donc d'être Mhm. produits, Mhm. et que ça change la donne. Il y aurait pu en avoir 6 l'année dernière, si les deux ne s'étaient pas plantés. Donc, il faut les produire, ces feuilletons-là. Et donc, ça, c'est Finalement, extrêmement c'est intéressant. Plus belle la vie qui a un peu tué finalement le format de l'été. Mais en fait, plus belle la vie, Oui, en tout cas, le format. plus belle la vie n'a pas tué. Plus belle la vie a repris en quotidien Ce qui se faisait en ce saga qui d'été. se faisait dans la saga de l'été. Des personnages qui ressemblent tout un chacun, Ouais. à qui il arrive des choses extraordinaires dans un quotidien dans lequel on peut, nous, téléspectateurs, se projeter. Ouais. Donc, en fait, c'est avec le petit plus du cadre en disant oh putain, si je pouvais vivre Ouais, dans ça, ce fait, ça cadre-là, fait ce rêver, serait mais ça super. fait rêver à l'année. Et c'est là et quand au début Plus belle la vie est un peu trop sociétal, Ça marche pur, pas. ça marche pas. Et c'est dès qu'ils glissent dedans des effets de soap et donc les mêmes effets de soap qu'on a dans les sagas de l'été, Ouais. que ça part vraiment. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans les sagas de l'été en plus, et dans ces séries-là, c'est que c'est un très bon laboratoire pour regarder quels sont notamment les artistes et les comédiens qui vont fonctionner souvent demain. Dans les premières vagues des sagas de l'été, vous aviez, je le disais, des têtes d'affiche genre Annie Girardot, Annie Cordy, qui était Mireille Était Darc, qui déjà étaient des installée. grosses vedettes. Ouais. Et puis, depuis, on s'est décalé. Et aujourd'hui, vous regardez, souvent, les héroïnes sont soit des jeunes talents qui ont été repérés. Quand Claire Kim fait Zodiac, elle a fait juste Les Yeux d'Hélène. Elle n'est pas très connue. Oui, oui. Ingrid Chauvin, pareil avec Dolmen, même si elle est l'héroïne de Femme de loi. Et aujourd'hui, Barbara Probst avec L'Or Bleu, qui a un visage qu'on voit beaucoup à France Télévisions. Donc, on met en avant ces têtes d'affiche-là. Mélanie Maudran avait fait une série pour France Télévisions aussi, quand elle était encore à peine connue. C'est un très très beau laboratoire pour les jeunes comédiens, pour tester leur popularité auprès du public. Et c'est ça qui fonctionne bien. Et moi, je pense qu'il y a une cohabitation qui est faisable. Aujourd'hui, on le voit avec France Télévisions, L'Or Bleu qui a cartonné. Il y a une cohabitation qui est faisable entre les feuilletons quotidiens et ces séries hebdomadaires. Mais moi, je pense que ça manque, encore une fois, que personne n'ait eu l'idée de lancer un feuilleton hebdomadaire de 52 minutes, façon Sous le Soleil. Depuis Sous le Soleil, il n'y en a pas eu un seul, quoi. Et c'est ce que dit Alexandre sur, moi je mettrais un petit bémol sur le fait que c'est les castings qui mettent en avant effectivement des nouveaux venus, et ça a toujours plus ou moins été le cas, mais on s'assure, pour parler justement à l'intergénérationnel, d'avoir toujours des grands visages. C'est Annie Girardot, on le disait, Jacques Dufilot dans Le Vent des Moissons, c'est Jacques Perrin et Brigitte Fossé dans Le Château des Oliviers, c'est Marie-Christine Barrault dans Le Nouveau Zodiac, c'est Francis Huster dans le premier. En fait, on a toujours des visages quand même très identifiés, et c'est ça qui est très malin. Et dans les feuilletons quotidiens, ils l'ont fait aussi. Oui. De mélanger, d'aller mixer les castings, et c'est ça qui fait que tout le monde peut possiblement se retrouver devant ces séries abracadabrantesques avec des rebondissements hallucinants, mais qu'on accepte parce qu'on est là pour ça. Et voilà, c'est parti. Et d'ailleurs, ils font des petits clins d'œil entre séries, parce que dans L'Or Bleu, par exemple, Bernard Yerles, qui est le patriarche de la série, était le méchant dans Le Bleu de l'Océan, dont on diffusait un extrait qui date du début des années 2000, avec Claire Berotra, qui était à peine connue à l'époque, Tout à fait. et qui était la tête d'affiche, Alexandra Vandernoot, ou des visages comme ça. Donc, tout est lié, en fait. Toutes ces sagas de l'été sont liées. C'est un multiverse. C'est le multiverse à la française, le saga de l'été universe. En tout cas, voilà, si on vous a pas donné envie là, de vous regarder un bon vieux feuilleton avec du bord de mer, des secrets enfouis, peut-être un meurtre qui traîne pour relancer l'intrigue, je sais pas ce qu'il vous faut, parce que moi, j'ai très envie. Maintenant, Le Château des Oliviers est sur TF1+. Le Donc, Château à des Oliviers, redécouvrir. voilà, Le Cœur brûlé aussi, ça ressort là en DVD aussi chez C'est LCJ. aussi l'intérêt finalement de ces plateformes de streaming qui sont adossées finalement au replay classique des télés, c'est qu'on peut retrouver aussi ces vieux programmes de fond de catalogue
Et sur la plateforme de l'INA, on retrouve aussi tous les ancêtres, parce que qui finalement n'étaient pas forcément l'été, mais qui mettaient déjà en place. C'était souvent à Noël, en fait. Pendant des années, c'était les sagas d'hiver. Ouais. Les Dames de la Côte, Fabien de la Drôme. Enfin, c'était toujours des sagas rurales, souvent historiques, mais pas toujours, mais où il y avait toujours un conflit de génération. Malgré tout, et donc des codes déjà de soap, mais on n'appelait pas ça de soap à l'époque. Non, on l'appelle ça aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, si le genre vous a manqué déjà, vous pouvez aller regarder Zodiac, donc il commence le 18 juin sur TF1. Donc demain. Et si ça ne vous suffit pas, vous en voulez encore plus, et le 3 juillet, finalement, vous vous dites « Ah, mais Zodiac, c'est fini, il m'en faut plus », vous allez sur TF1+, vous allez sur France.tv, vous allez sur la plateforme de Lina, Madeleine, vous allez trouver votre bonheur, je pense, en termes de saga de l'été. Moi, je suis à 2 doigts de me remettre Dolmen, hein, je ne vais pas vous mentir, je suis à ça. Je pense qu'on est à ça qu'il y a une suite, hein. Moi je le maintiens. Je suis à Prends le ça, pari ici. j'ai regardé la bande-annonce pour préparer l'émission et pour la mettre derrière nous, pour faire un peu l'illustration. Si vous nous regardez en télé, vous pouvez l'avoir vu. Bon, effectivement, Ça marche bien, hein. ça marche. Il y a un truc effectivement totalement exagéré, les réactions des personnages sont assez folles et tout, mais et alors je précise juste on y est, quoi. un tout petit truc pour ceux qui avaient adoré Dolmen et qui sont frustrés qu'il n'y ait pas eu de suite. Alors à un moment donné, ils avaient été approchés tous les deux pour qu'il y ait une suite un peu à la manière X-Files, c'est-à-dire qu'ils auraient enquêté sur des phénomènes paranormaux. Ça ne s'est pas fait parce que le succès a emporté les deux comédiens. Par contre, les deux autrices ont écrit une suite. D'accord. Il y a 2 romans qui existent, qui font la suite de Dolmen, en 2 épisodes, qui reprennent les personnages et qui emmènent les personnages en Irlande et ailleurs. Donc pour l'été, si vous avez envie de le découvrir, complément, il y a une suite à Dolmen en roman. Vous prenez ça à la plage. Exactement. De Marianne Lepesdec. La télé, ce n'est pas que dans la télé finalement. Qui est l'autrice de l'or bleu, tout est lié. Encore une fois, ce multiverse des sagas de l'été. On y revient. Merci à tous les deux pour ce débat vraiment passionnant. On va terminer avec des recos. On va quitter la France pour les recos puisque vous avez choisi 2 séries américaines. C'est parti pour les séries de la semaine. On va commencer avec toi, Benoît. Allez, c'est parti. Tu nous emmènes sur Netflix pour voir The Burrows. J'essaie de le prononcer, c'est vraiment un mot horrible pour nous Françaises, The Burrows. Retraite rebelle, c'est le sous-titre qui a été mis en français, qui est assez nul par ailleurs. Totalement. On va pas se mentir. Un titre du Québec. Oui, ou alors très saga de l'été, un peu, on est dans un entre-deux. C'est vrai. Et donc c'est un peu. Alors moi, j'ai commencé à la regarder. C'est un peu décrit un peu partout comme le Stranger Things des vieux. Oui. Tu confirmes? Oui, c'est rencontre du type 3e âge. Ah, la belle formule. Je n'arrête pas de la faire. Attention, c'est copyright. Hein, vous ne pouvez pas reprendre ça chez vous. Il a déjà fait 12 fois, voilà. Mais elle marche bien. Chaque fois, je la ressors. J'adore. C'est assez génial puisque c'est effectivement la même mécanique a priori que Stranger Things. C'est-à-dire qu'on est dans une petite ville. Alors là, la petite ville, c'est une maison de retraite avec avec plusieurs typologies de retraités. Ceux qui sont très touchés par les maladies mentales, qui sont vraiment dans l'institut médical, et puis ceux qui ont les petites maisons en plein désert. Pas dans l'affaire de l'âge, mais qui vivent encore bien. Et c'est le cas de Sam qui débarque après le décès de sa femme, et ses enfants viennent lui dire, le déposer là. Il dit tu te feras des amis, et ce sera super. Il n'est pas ravi. Il est pas ravi. Mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui attise sa curiosité, c'est que c'est là comme Stranger Things, sous les maisons, il y a quelque chose d'étrange. Quoi? Un monstre, quelque chose de bizarre. Waouh! Un peu de surnaturel. Et ce qui est génial, c'est que on se rapproche beaucoup plus de Rencontre du troisième type. C'est pas qu'un jeu de mots au final. C'est-à-dire qu'on sent que ce monstre dessous, il fait des choses qui est nécessaire pour ce qu'il est, le monstre, mais que peut-être que c'est pas forcément l'envahisseur terrible, qu'on imagine. Et ce qui est très beau dans la série, c'est que, contrairement, par exemple, à une série comme Stranger Things, qui est excellente pour les rebondissements, pour jouer avec les références cinématographiques ou télévisuelles, très bien, ne dit finalement pas grand-chose de l'époque. Ça, en revanche, ça dit vraiment quelque chose sur qu'est-ce que c'est quand on commence à perdre la mémoire, qu'est-ce que c'est que quand on vieillit, toutes ces maladies neurodégénératives, au fond, sont de plus en plus répandues. De plus en plus répandues. Mais cette série pose une vraie question autour de ça. Si vous vous souvenez du film Cocoon. C'est la rencontre entre Cocoon et l'univers de Stranger Things. C'est vraiment très réussi et il y a une vraie fin qui laisse supposer possiblement peut-être une saison 2, mais même s'il n'y en a pas, c'est pas grave parce que ça se tiendra bien comme ça. Non, puis alors, moi je trouve qu'il y a un casting qui est vraiment au poil. Alors, c'est vraiment, il nous dit aussi beaucoup de choses de notre société d'aujourd'hui, et que pour avoir des personnages de vieux à la télévision, il faut que ce soit des stars. Oui.
Non, il y en a C'est pas. exact. Oui, il y en a Et pas. effectivement, il y a donc c'est Alfred Molina qui joue le Ouais. personnage principal que moi j'aime beaucoup. Il y a Gina Davis, Il y a Gina Il y a Bill Davis. Pullman. Bill Pullman. Il y a, voilà, il y a, il y a peu dans du- le premier épisode. Il y a du beau monde dans cette série. Et effectivement, moi j'ai commencé à regarder. J'ai très envie de voir la suite. J'ai pas encore eu le temps de la terminer, mais je vous conseille également. Et c'est bouleversant, la j'appuie, fin est bouleversante. Voilà, bah, tu me la vends encore mieux. J'appuie. Et si effectivement vous aimez ce que dit Springsteen, Benoît. je vous le dis, c'est encore plus Voilà, bouleversant. troisième argument pour ceux qui n'étaient pas encore convaincus. Je vais redonner le titre, allez, parce que c'est mon rôle. The Boroughs. Voilà, on va le tenter, c'est horrible à dire. Il y a 8 épisodes qui sont dispo sur Netflix, voilà. Ça fait aussi une saga de l'été, pourquoi pas. Allez, il fait chaud, c'est au soleil. Ouais. Ça donne désert. peut-être un peu moins envie d'y aller, c'est tout. Voilà, peut-être pas envie de prendre le premier train pour Voilà, ces en maison de Boroughs. retraite. Je Voilà. suis pas plus avec la mienne. Hein. Eh ben écoute, tu nous fais une transition, c'est parti. Effectivement, la tienne donne pas du tout envie d'aller rencontrer ces personnages. Pourtant, c'est un joli coin. Pourtant, c'est aussi un joli coin, mais bon, vu ce qui s'y passe, on n'a pas trop envie. C'était un peu risqué puisque ta série c'est Cape Fear, Alex. Alors Cape Fear, le nom comme ça peut-être parlera pas aux gens, mais si je dis les nerfs à vif, Ah bah, là, c'est d'un un coup, classique. ça parle un peu plus aux gens. C'est un classique, c'est le reboot d'un remake, parce que effectivement, Les Nerfs à vif de Scorsese de 90, je crois, était déjà un remake des années 60 avec Gregory Peck, si je me trompe Ouais. pas. Et donc là, c'est une nouvelle version. Les Nerfs à vif, pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est un peu l'archétype du film de vengeance d'un psychopathe qu'on va retrouver dans plein de films. On parlait en antenne tout à l'heure de Paolo, il y a un petit côté ça aussi pour HBO Max. Ariane Ami qui vous veut d'où bien. Et tous ces films-là, l'idée c'est quoi? C'est qu'on a alors là ici c'est un duo d'avocats, enfin une avocate qui défend un homme accusé du meurtre de sa femme. Et comme elle sent que c'est quand même un pourri, grosso modo, Max Cady, elle décide de pas divulguer toutes les informations qui auraient permis peut-être de l'innocenter. Et donc il va passer du temps en prison. Et en sortant de prison, en plus, ce qu'on découvre dans le premier épisode, c'est qu'elle se marie avec le procureur qui instruisait l'affaire. Ouais. Donc, du coup, ils sont un peu soupçonnés d'avoir mélangé le truc. Et le premier épisode commence de manière assez outrancière avec quelqu'un qui décide de signer une lettre pour s'accuser du meurtre de Max Cady. On sent qu'elle est au téléphone avec quelqu'un, cette femme. Donc, on a un peu des grosses pistes de savoir qui ça va être. Et puis, elle se suicide. Et donc, Max Cady est libéré. Et là, le cauchemar commence. La seule différence avec le film, c'est que dans le film, en fait, on avait Robert De Niro qui était incroyable en Max Cady et qui faisait vivre un enfer et la pression montait petit à petit. Mais le problème, c'est que la vengeance, vous pouvez pas la faire perdurer trop longtemps. Non. Donc, sur 90 minutes, ça passait. Sur 10 épisodes, il faut quand même qu'il y ait autre chose. Donc là, ça parle de justice, ça parle de notion de vérité. C'est plus dilué, quoi, on va dire. C'est plus dilué. Mais Javier Bardem, en rôle de Max Cady, il est incroyable. Dans la grande série des films ou des séries de Javier Bardem a un look improbable. Celle-ci se place aussi assez bien. Avec le James Bond aussi, où il retire son dentier. Enfin, là, il est dingue. Partout, une gueule absolument psychopathe. Je conseille aux gens, et je ne dirai pas ce que c'est, mais de bien ne pas rater le 3e épisode. Il y a un guest très important qui est lié au film de Scorsese. Et voilà, globalement, c'est une série à voir parce que moi j'adore ces ambiances, c'est moite, on est mal à l'aise, on sait que il y a quelque chose qui va surgir à n'importe quel moment. Il y a un moment où ça va exploser. C'est un peu comme le fameux Liaison fatale avec Glenn Close, on est dans ce registre-là. Mais là, c'est vraiment super bien trouvé, c'est sur Apple. Et on est en Floride, je crois, ça se passe bien, cette petite ville Cape Fear. On a envie d'y passer l'été, mais pas avec, pas avec ces gens-là. Max Cady. Et encore une plateforme qui démontre que vraiment, c'est la plateforme où il se passe énormément de choses. On peut le marteler encore une fois qu'effectivement, en termes de, en tout cas sur les plateformes américaines, sur ce créneau-là, effectivement, Apple TV continue de montrer. Ils ont une identité. Voilà, ils ont une vraie identité. Des vraies grandes séries, en tout cas, bien pensées et qui sont bien écrites en général. Et pardon, je terminerai en disant, c'est la preuve qu'il faut arrêter de considérer qu'un remake, par définition, est pas bien et moins bien que l'original. Cape Fear, c'est une autre lecture de l'histoire. Un roman qui s'appelait The Executioner et qui prouve qu'on peut faire un bon remake, ça existe, donc c'est pas la peine de jeter par principe. Et allez le regarder, alors voilà, tout simplement. Si vous avez envie de vous faire un petit peu peur, de frissonner, si vous avez trop chaud chez vous, un petit coup de frisson, ça va vous mettre un coup de clim, c'est parfait. Cape Fear, c'est donc en cours, ça a commencé, c'est sur Apple TV, il y aura 10 épisodes en tout, je crois qu'on en est au 4e ou 5e, je crois, il me semble, en ce moment, en diffusion, de ce que j'ai regardé. C'est dans ma liste pour l'été, moi en tout cas, avec Rematé Dolmen, allez finir The Boroughs, et regardez Cape Fear, je pense que mon été commence à se remplir petit à petit. C'est pas mal, hein. Sachant qu'il y a House of the Dragon qui sort aussi dans les prochains jours. Ça c'est pas mal aussi quand même, on va pas se mentir, allez regarder. Et pour une petite saga de l'été, Widow's Bay, qu'on a entendu parler dans une autre émission, pareil. Widow's Bay, effectivement, qui était un autre choix, voilà, Apple aussi, voilà, beaucoup de choses, beaucoup de séries comme d'habitude. On a essayé de faire un peu le tri, de vous donner nos préférences en tout cas pour vous aiguiller. Merci à tous les deux, merci Alex, le Train, je rappelle le club et la loi des séries toutes les semaines sur VL Média. Exactement, avec Zodiac vendredi prochain. Voilà, avec des recos qui vont vous accompagner évidemment, des interviews aussi justement des gens qui font les séries.
des acteurs, des scénaristes, des gens qu'on voit pas forcément aussi, Journaliste. des journalistes parfois aussi. Par exemple, Benoît Lagarde. Par exemple, Benoît Lagarde. Invité sur ton plateau il y a pas longtemps. Allez regarder tout ça sur VL Média et merci Benoît Lagarde. Merci. Justement. Toi, tu nous donnes rendez-vous sur Télématin Oui, dans les prochaines samedi semaines. prochain, C'était aussi- j'aurai mes 2 conseils vers 9h. Voilà, si vous manque, si vous allez trop vite, que vous avez déjà vu Cape Fear, déjà vu The Boroughs, que vous êtes déjà à jour sur Zodiac, allez écouter ce que vous J'aurai dire. des pépites anglaises, je pense, samedi. Eh ben voilà, un bon teasing à la regarder Télématin. Et bon, 9h20. Voilà, il faut se lever un tout petit peu le week-end, faut pas faire la fête. Faut pas regarder le match de la Coupe du Monde la nuit, sinon c'est un peu compliqué de tenir jusqu'à 9h. Bon, entre Benoît Lagarde et un match de Coupe du Monde, franchement, le choix est vite fait. Oh, il est Allez, gentil, c'est Il s'en jette, Alexandre. il s'en jette. Merci à tous les deux, vous avez été incroyables. Et puis voilà, merci aussi à vous de nous avoir écoutés, de nous regarder chaque semaine. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la liker, à la commenter sur YouTube. Dites-nous aussi vos souvenirs des sagas de l'été, on en a tous. Hein, moi j'en avais, ça va vous évoquer quelque chose pour cette émission. Écoutez-nous en podcast aussi si vous préférez au bord de la plage cet été. Voilà, emportez pas votre ordi, emmenez plutôt juste vos écouteurs, vous nous écoutez comme il faut au bord de la plage, sous le soleil, vous serez bien. Sur YouTube, sur BFM Tech, sur Spotify, bref, partout. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode suivant. C'est parti.